Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré à l'Éthiopie. Alès Mesfen de la société civile éthiopienne m'a rejoint. Madame Loza Selechi est restée avec moi. Vous êtes analyste politique, de même que le professeur Kifre Selassie. Alors nous parlons dans cette émission, dans ce Politicien de l'Éthiopie, notamment du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui se pose en référence désormais sur le continent, référence en termes de promotion des femmes. Nous avons pour la première fois sur le continent le ministère de la Défense qui est confié à une femme. Nous avons les services de renseignement, les services de police qui sont confiés à une femme. C'est un exemple à suivre, mais nous avons également le Premier ministre éthiopien qui se pose en référence en termes de renforcement des libertés fondamentales. Il dit en Éthiopie, il ne doit pas avoir de prisonniers politiques. Et à son arrivée au pouvoir, il a ordonné la libération de tous les prisonniers politiques. Madame Selechi, le Premier ministre de votre pays n'est pas que ce que je viens de dire, il veut surtout faire la paix avec ses voisins notamment l'Érythrée. Et quelques semaines seulement après son arrivée au pouvoir, il réalise l'impensable, il arrive à faire la paix avec Isaias Afewerki, le plus dur des voisins de l'Éthiopie, pour ainsi dire. De quel levier, de quel ressort a-t-il pu disposer pour réussir ce que personne n'attendait? Faire la paix avec l'Érythrée. Je pense que, premièrement, il en a parlé quand il s'est adressé au Parlement, avant même de faire des négociations diplomatiques. Je pense qu'il, en quelque sorte, ça n'était pas un sujet dont tout le monde parlait, mais c'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas l'Érythrée. Je suis née la même année que l'indépendance. Donc pour ma génération... En 93 94. 94, 93-94. Bon, pour ainsi dire, oui. Plus ou moins le même. Oui. Donc pour ma génération, c'est ce conflit dont on a hérité, dont on comprenait plus ou moins les rouages, mais qui n'avait plus lieu d'être, surtout lorsqu'on se retrouve dans d'autres capitales, que ce soit à Paris, à Londres, etc. On se retrouve entre Éthiopiens et Érythréens et on ne sent pas d'animosité en réalité. Donc pour votre question sur les leviers, je pense que la paix devait venir de la part de l'Éthiopie, puisque nous étions ceux qui n'acceptaient pas la décision des Nations Unies pour accepter la frontière. Notamment l'accord d'Alger de 2000. Oui, ce qui est plus surprenant que ça, je pense que c'est le fait que l'Érythrée ait accepté aussi, parce que rien n'était joué d'avance, ils auraient très bien pu dire non. Donc je pense qu'il y a aussi un accord au niveau de la région pour qu'il y ait un... Il y a un état d'esprit qui a rendu possible la chose. On va dire quoi, Alès Mesfen, vous qui venez de nous rejoindre finalement, et Madame Selechi dit quelque chose de très très important. Il dit ce qui est plus surprenant, c'est que le voisin érythréen ait accepté très rapidement la main tendue. Je parle notamment du président érythréen Isaias Afewerki. C'est une paix finalement, ou du moins, c'est une main tendue qui profite finalement à tout le monde, dirons-nous. Juste pour soulever un point, le Premier ministre qui a précédé le Premier ministre actuel, Dessalegne, il a déclaré tout récemment qu'il avait déjà entamé de négociations de paix avec l'Érythrée, mais il n'avait pas eu autant de courage qu'il avait à Abiy. Bon. Déjà, les tractations, ça a commencé il y a quelques années, on peut dire. Mais pourquoi ce conflit? Déjà, pour un pays qui dépense pratiquement, je n'ai pas les chiffres exacts, plus de 70% sur PIB, à l'armement, à l'armée, etc. L'Érythrée, elle était pratiquement l'un des pays les plus pauvres, y compris l'Éthiopie aussi, parce que le seul ennemi qu'elle croyait, que c'était l'Érythrée. Donc elle s'armait, elle s'armait, elle s'armait. Donc tout cela, ça n'apportait à rien, que ce soit pour l'Érythrée, pour l'Éthiopie. Le seul issue qu'il y avait pour le développement, pour cette guerre inutile entre fratricides, il fallait apporter la paix. Depuis toujours, même que ce soit à l'époque de l'indépendance ou le référendum, peu importe, la population n'a jamais été concertée. Comme il disait ma sœur il y a un instant, moi ça fait 31 ans que j'habite en exil en France. Nous, les Éthiopiens, avec les Érythréens, on n'a jamais eu une quelconque animosité. On cohabitait ensemble, on se partageait, on s'entraidait, etc. Oui. La population, elle avait ce désir de paix, de vivre ensemble. Les deux peuples, dites-moi, aussi bien les Érythréens que les Éthiopiens. Il y avait cette envie de paix, finalement. Il y en avait, mais que les dirigeants, pour leur ego, que ce soit Meles, que ce soit Isaias, que ce soit un conflit ou une contradiction entre elles,
ils n'ont pas voulu que cette paix soit réalisée. Donc Abiy, il a eu le courage, effectivement. Il a eu le courage et la volonté de le faire. Professeur, mais vous allez nous faire une analyse en termes géopolitiques et géostratégiques de la situation sous-régionale. Mais avant, je vous propose d'écouter ce qu'en dit le journaliste et écrivain sénégalais Adam Angaï. Aujourd'hui, on semble aller progressivement vers un relâchement des tensions, surtout avec le voisin érythréen. Depuis l'an 2000, après une guerre qui a fait 80 000 morts, on voit qu'il y a un petit peu d'efforts au moins fournis pour trouver des réponses au blocage qui empêche le développement de ces deux États voisins. On notera de manière générale que l'Éthiopie, avec 100 millions d'habitants, et l'Érythrée, avec son retard de développement, ne pouvait pas continuer à rester des zones difficiles d'accès. Je pense que c'est véritablement une évolution qu'il faut saluer. Et le fait que le Premier ministre éthiopien puisse même commencer à voyager, il se rend en France, il ira ensuite aujourd'hui en Allemagne pour participer au forum lancé par Mme Merkel. Tout cela est de bon augure parce que ces pays-là ne peuvent pas fonctionner sans avoir des moyens financiers, des soutiens extérieurs pour développer économiquement le pays. Professeur Sélassié, le Premier ministre éthiopien dit « Je ne peux pas pacifier et développer l'Éthiopie sans faire la paix avec mes voisins. » Et ses premiers pas, on l'a vu, ont été donc de faire la paix avec son voisin l'Érythrée, notamment avec le président Issaïas Afwerki qui a été reçu à Addis Abeba il n'y a pas longtemps. Le Premier ministre a lui aussi été reçu à Asmara. Est-ce qu'il y a des influences extérieures qui ont rendu la chose possible, professeur? Dites-nous. Certainement, mais c'est surtout les influences intérieures qui l'ont rendu possible. Il a juste dit, quand on dépense 70% de son PIB à la guerre, bon, on finit par être étranglé par ça. Et je pense que le fond de la question, c'est vous qui l'avez introduit. C'est le fait que dans les deux cas, pour l'Éthiopie comme pour l'Érythrée, oui, la priorité des priorités, pour tous les pays africains et ceux du monde, c'est la paix. L'une des choses qui m'a le plus plu dans le Premier ministre actuel, c'est qu'il est nommé le ministère le plus important en Éthiopie, ce n'est pas la défense. Dans la hiérarchie des ministères, le premier ministère, c'est le ministère de la paix. C'est vrai. En fait, c'est le nom qui sert à couvrir les activités du ministère de l'Intérieur, voilà, plus doublé du renseignement. Exactement. Et nommer cela à la paix, cela veut dire que l'autre nom de la paix, vous savez ce que c'est? C'est le développement. Des deux pays, des deux côtés, l'Éthiopie sans l'Érythrée, on n'avait plus d'accès à la mer. Voyez, voici un pays de 100 millions d'habitants qui n'avait plus d'accès à la mer. Donc on utilisait Djibouti essentiellement. Pour aller était plus coûteux d'ailleurs. De Djibouti. Donc de part et d'autre, tout le monde a gagné. A gagné. Y compris, contrairement à ce qu'ils avaient pensé, nos amis djiboutiens, parce que cela ne veut pas dire que du jour au lendemain, les infrastructures routières ne sont pas déjà prêtes ou les chemins de fer aussi pour sortir les produits éthiopiens importés et exportés. Bon. Donc, Djibouti, on en aura besoin. Et là aussi, le génie de Ahmed Abiy a été d'entraîner également le Djibouti dans ces dynamiques de la paix. Tout à fait. Vous ne pouvez pas rester en arrière. La Somalie elle-même est en train de rentrer dans ces dynamiques. Le Soudan. Voilà, le Soudan également. Les pays en train de rentrer. Alors là, on retourne à notre sœur, la présidente Sahle-Work, qui, elle a été la patronne de l'IGAD. D'ailleurs, quand elle était ambassadrice ici, au moment de son départ, c'est notre ami Mesfen, si mes souvenirs sont exacts, qui a prononcé le discours pour lui souhaiter un brillant avenir, celle qu'elle est en train d'avoir. Et il a souligné que non seulement elle a été ambassadrice dans les pays essentiellement francophones, de formation francophone, et les biologistes. Elle a fait sa licence et sa maîtrise en biologie à Montpellier. Présidente de la République actuelle. Oui, à Montpellier. Bon, donc cette femme qui est complètement donc francophone et anglophone, parce qu'elle était la responsable des Nations Unies au moment où elle a été élue auprès de l'Union africaine. C'est ça. Et avant, elle avait été représentante des Nations Unies en République centrafricaine et dans d'autres régions. Elle connaît bien le continent. Hein. Voilà. Elle connaît bien et l'international. Et l'international surtout, absolument. Et je rejoins une nouvelle fois ce qu'elle disait. Elle est également compétente. Et tout à fait. Je rejoins ce qu'il dit. C'est quand même pas seulement le plan bilatéral, mais le multilatéral, elle le connaît. Alors, notre intérêt, c'est
de dépasser, de voir la personnalité de Abiy, mais de voir surtout les liens qu'un dirigeant doit nécessairement établir avec son peuple, sentir ce que ressent son peuple pour l'exprimer tout haut. C'est-à-dire, ça, vous ne pouvez le faire que dans la mesure où vous avez un régime démocratique. Et je réponds à l'inquiétude justifiée de le débat démocratique et le débat contradictoire. Et il craint que, sur ce plan-là, on n'ait pas l'habitude. Moi, je suis convaincu qu'on a l'habitude. Hein. Le régime faisait croire, le régime précédent, qu'il n'avait pas l'habitude. Et là, rendons grâce à, quand même, Alex lui a rendu le mérite et le louange qu'il mérite. Le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn a démissionné, très bien. Et donc, il était considéré par ceux qui ont le pouvoir comme étant faible. Alors, avec le recul, on s'aperçoit que sa faiblesse était sa force. Parce qu'il a permis cette transition. Il vient d'une minorité aussi, qui n'a jamais gouverné l'Éthiopie. Jamais gouverné l'Éthiopie. Et là, c'était quelqu'un qui avait été plus ou moins désigné par Mélès. Et le fait que ce soit quelqu'un qui vient d'une minorité qui n'a jamais exercé le pouvoir était une bonne chose pour cette transition qui est en train de se faire. De se faire dans votre pays, l'Éthiopie, et qui désormais représente beaucoup pour le côté. D'ailleurs, l'Éthiopie, à travers l'histoire, a toujours représenté beaucoup pour le reste du continent. Madame Selechi, je vais vous laisser le dernier mot de l'émission. Nous l'avons dit, que retenons-nous de cette émission? Que nous avons un Premier ministre volontariste, jeune et volontariste, qui engage des réformes profondes, réforme de l'armée, réforme institutionnelle. Il vient de former un gouvernement de 20 ministres, 10 ministres femmes, 10 ministres hommes. C'est quelque chose d'exceptionnel sur le continent. Je vous laisse, Madame Selechi, le dernier mot dans cette émission sur votre pays, l'Éthiopie. Eh bien, comme vous le savez, il est passé hier à Paris, donc il n'est pas très loin. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui était nécessaire pour le pays et qui, en quelque sorte, représente une certaine forme d'espoir, que ce soit pour les gens qui sont sur place ou pour les membres de la diaspora. Je pense que nous avons tous envie, quelque part, de rentrer chez nous. Eh bien, le dernier mot, il sera en amharique, malheureusement. Allez-y. C'est-à-dire que l'Éthiopie vive. Vive l'Éthiopie. Merci à vous, Loza et Selechi. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Alès Mesfin, merci à vous également d'avoir participé. Juste un mot. Très rapidement, mais alors quelques secondes, malheureusement, nous n'avons pas assez de temps dans cette émission. Allez-y très rapidement. Moi, ce que je constatais depuis un certain temps, le chantier qu'il attend, le Premier ministre, mais c'est colossal, c'est énorme. Il y a tout un tas de choses à revoir, à refonder le pays, que ce soit sur le plan économique, social, politique, institutionnel, etc. Merci à vous. Moi, je voulais juste faire appel à des opposants, au lieu qu'ils avancent leur ego, leur personne, il faudra qu'ils s'engagent pour l'Éthiopie surtout, et à servir professeur. Mais alors quelques secondes pour dire votre dernier mot, s'il vous plaît, je voulais le réserver à la dame avec nous. Mais allez-y très rapidement, professeur. Un seul mot, merci. Oui. Merci à vous, professeur. Merci. Nous retenons également que le dirigeant doit être à l'écoute de son peuple. Nous retenons également que la démocratie est possible en Afrique. Il y a de nombreux pays africains qui réussissent le processus démocratique. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été, comme toujours, nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci à vous.